RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 25 octobre, à 11 jours de l'élection du prochain président ou de la prochaine présidente des États-Unis. Ces mécanismes, ces enjeux, ces acteurs, son cadre historique, nous avons pris le parti de faire œuvre pédagogique et didactique pendant 50 minutes, un peu plus de 50 minutes, pour accéder simplement, clairement, à la compréhension d'un rendez-vous qui semble extraordinairement complexe, mais dont la complexité vous sera décryptée par mon invité que je vous présenterai dans quelques instants. Tout d'abord, un mot tout à fait personnel pour apporter mon soutien plein et entier à Radio Caraïbes, qui, comme toutes les radios associatives, sont menacées par le projet de réduction du fonds de soutien aux radios associatives. C'est un choix de Madame Dati, ministère de la Culture. J'espère que les choses s'amélioreront dans les semaines à venir pendant la discussion budgétaire. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. La question ou les questions du jour, c'est que se passera-t-il le soir du 5 novembre ? L'élection de Donald Trump pourrait-elle constituer le dernier clou sur le cercueil de la démocratie bien malade des États-Unis, ou y a-t-il encore un espoir de voir arriver à la Maison-Blanche Kamala Harris, qui a été désignée par le Parti démocrate très tardivement, au mois de juillet, après le retrait de Joe Biden. Ce pays, c'est les États-Unis, est un modèle souvent présenté comme un modèle de démocratie, et tout de même curieux pour nous autres occidentaux, même s'il est cité en exemple, car c'est quand même le seul pays, à ma connaissance, mais mon invité me démentira peut-être, dans une grande démocratie, où le perdant peut arriver, peut prendre le pouvoir à la Maison-Blanche. Le perdant envoie. Y aurait-il des vices structurels de conception des mécanismes de la vie politique américaine, dont la violence, avec, rappelons, l'assaut du Capitole le 6 janvier 21 par des partisans de Trump, interpelle et inquiète à la veille de ce nouveau rendez-vous, donc particulièrement tendu. Pour évoquer justement le rendez-vous du 5 novembre, nous avons convié Jean El Gamal. Jean El Gamal, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, professeur émérite de l'Université de Lorraine. Vous connaissez bien, entre autres domaines, l'histoire politique des États-Unis. On compte sur votre éclairage pour comprendre cette élection et les élections aussi qui accompagnent l'élection présidentielle, on y reviendra, et qui mobilisent l'attention, je crois qu'on peut l'affirmer sans exagérer, de toute la planète en raison des enjeux colossaux, notamment au plan géopolitique, donc au plan international. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais qu'il me soit permis, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter en rappelant votre parcours. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, vous êtes agrégé d'histoire, docteur d'État, vous avez enseigné à Paris X Nanterre avant de devenir professeur d'histoire contemporaine à Limoges, puis d'intégrer l'université Nancy II en 1997, l'université Nancy II qui était l'une des 4 universités fondatrices de l'université de Lorraine. Vous avez été directeur du département d'histoire de 2005 à 2011, puis directeur du CRUL. Le CRUL, c'est le Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, et le CRUL relève de l'école doctorale Fernand Braudel, je rappelle les origines meusiennes. Vos recherches, Jean El Gamal, portent sur l'histoire politique et culturelle de la France contemporaine, en particulier sous la Troisième République et sur l'histoire urbaine. Mais bon, l'on vous sait également fin connaisseur de la 4e et de la 5e République. Vos recherches vous poussent aussi à pratiquer l'histoire comparée et à apporter votre curiosité de chercheur au-delà de nos frontières. Vous êtes depuis quelques semaines, par ailleurs, président de l'Académie Stanislas, une société savante qui a été créée en 1750 par le roi Stanislas. Votre curiosité, votre éclectisme, pourrais-je dire, vous conduisent également à faire ce qu'on peut appeler des pas de côté. Et vous avez publié récemment un livre sur les grands hôtels à l'épreuve du temps,
du 19e au 21e siècle. En 2020, vous aviez déjà fait un pas de côté en vous intéressant au restaurant de Bourgogne de l'entre-deux-guerres à nos jours. Revenons au menu du jour particulièrement copieux, avec une élection présentée comme inédite par son suspense et sa violence. Joël Gamal, est-ce que vous avez un commentaire, des ajouts pour compléter votre présentation, votre parcours ? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre invitation et pour les mots aimables que vous avez eus à mon propos. Non, en ce qui concerne mon parcours, je crois que vous l'avez fort bien résumé. Et nous allons peut-être maintenant entrer dans la discussion sur justement ce sujet d'actualité d'une importance majeure. Donc justement, quand on explique, quand on lit beaucoup d'articles, quand on voit beaucoup de documentaires, une floraison de documentaires, d'articles, vraiment tous les médias français, on peut dire européens, sont mobilisés vraiment autour de cette élection. Est-ce qu'on peut dire que c'est une élection inédite par son suspense et sa violence ? Est-ce que c'est une impression que vous partagez ? Alors, il me semble que oui. Alors, c'est toujours difficile de formuler en historien un avis définitif sur un processus en cours, puisque nous sommes effectivement vers la fin d'une campagne électorale qui, en réalité, a commencé depuis fort longtemps, notamment du point de vue de Donald Trump, qui a toujours affirmé que l'élection de 2020 avait été truquée en quelque sorte et que le véritable vainqueur, c'était lui. Qu'il avait été volé. Absolument. Alors même que l'écart en voix a été considérable et l'écart aussi en nombre de grands électeurs également. Donc on reviendra sur ce point dans un instant. Alors c'est toujours un peu difficile de dire qu'une élection est inédite, mais la violence verbale se donne libre cours durant cette campagne, notamment du côté de Donald Trump et de ses partisans, mais Kamala Harris riposte aux accusations et aux injures qui lui sont adressées. Et puis, les enjeux sont considérables, parce que ce n'est pas uniquement un nouvel épisode de l'opposition entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Les répercussions géopolitiques pourraient être considérables, et par ailleurs, la volonté de revanche, voire de vengeance de Donald Trump, il l'affirme lui-même d'une façon tout à fait claire. Donc on ne peut que comprendre les interrogations et les préoccupations qui s'expriment en relation avec ce scrutin. Et si Donald Trump n'est pas élu, il a déjà prévenu qu'il a déjà préparé des troupes, ses équipes sont déjà prêtes pour contester les élections dans chaque État. Est-ce qu'on peut craindre une guerre civile ? Eh bien, c'est ce que certains supposent, ça n'est pas totalement exclu. Disons que ce vocabulaire de la guerre civile est un peu ambigu pour ce qui concerne les États-Unis, parce que lorsqu'on parle de civil war, ça renvoie à la guerre de sécession. Donc là, il me semble que ça soit pas quand même la perspective la plus vraisemblable. C'est quand même une guerre qui a été meurtrière, qui a duré 4 ans, donc entre 1861 et 1865. Donc on est un peu plus d'un siècle et demi après. En revanche, l'idée d'une guerre civile sous une forme évidemment moins sanglante peut être mise en évidence, ou en tout cas envisagée, parce que on parle beaucoup des fractures à la fois politique et sociale de la société américaine. Beaucoup d'ailleurs de titres d'articles, voire de couvertures de journaux, première page de journaux, renvoient à cette idée de fracture. Et il n'est pas exclu, effectivement, que les éléments les plus radicaux au sens français du terme, et notamment du côté du Parti républicain, mais plutôt du mouvement MAGA, c'est l'acronyme Make America Great Again, eh bien, il n'est pas exclu qu'il y ait une forme de mobilisation. Et de toute façon, il y a un épisode avant-coureur, en quelque sorte, qui est la journée du 6 janvier 2021, avec l'assaut contre le Capitole. Donc, est-ce que ça se passerait de la même façon ? Sans doute pas, mais en tout cas, effectivement, il peut y avoir une certaine inquiétude à ce sujet. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a 2 Amériques qui sont face à face ? Alors c'est le titre d'un numéro récent du Nouvel Observateur, les 2 Amériques. Alors c'est une question qui est très complexe parce qu'elle peut être interprétée de différentes façons. Sur le plan politique, d'une certaine façon, oui, parce qu'il y a toujours eu une polarisation, dans la mesure où le système politique américain, depuis le milieu du 19e siècle, est dominé par la prépondérance, c'est pas exactement un bipartisme, en tout cas la prépondérance des 2 partis républicains et démocrates. Donc là, il y a de toute façon une polarisation qui a toujours existé, mais à une époque
où chacun des deux grands partis comportait un certain nombre de courants. Alors c'est vrai pour le Parti démocrate, ça l'est moins pour le Parti républicain qui a été en quelque sorte phagocyté. Alors c'est un processus de longue durée, on pourrait remonter à la fin du XXe siècle, mais en tout cas c'est particulièrement clair maintenant, puisque ce sont les partisans, voilà, c'est ce mouvement. Le Parti républicain n'a plus rien à voir avec le parti d'il y a 20 ans, 25 ans. Peut avoir, disons, puisque un certain nombre de républicains historiques soit se sont éloignés du Parti républicain, comme l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, Mitt Romney, qui avait été l'adversaire de Barack Obama en 2012. Et puis, il y a aussi quelques-uns de ces républicains traditionnels qui ont même appelé à voter pour Kamala Harris. Oui. Et donc, en fait, Cheney, par exemple. Voilà, la famille Cheney, notamment Lee Cheney, puis maintenant son père, qui était quand même connu pour sa dureté à l'époque où il a été, pendant 2 mandats, le vice-président de George W. Bush. Donc voilà, ces républicains traditionnels, soit se sont détachés de leur ancien parti, soit se tiennent sur la réserve, parce qu'effectivement, le jour où Donald Trump ne sera plus à la tête du parti, les choses pourront, certains l'espèrent, changer. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, ça s'est transformé en un mouvement extrêmement personnalisé et qui repose en partie sur l'idée de fracturation. Enfin, c'est la désignation de l'ennemi. Alors évidemment, Donald Trump ne serait quand même pas de Carl Schmitt, c'est facile à comprendre, mais en tout cas, voilà, on désigne un ennemi, l'ennemi est démocrate, mais il peut même y avoir le traître intérieur, dont il faut absolument écarter à l'intérieur de ce qu'était auparavant le Parti républicain. Alors le Parti démocrate, c'est quand même assez différent parce qu'il comporte un certain nombre de courants, mais de toute façon, en période électorale, les démocrates se rassemblent derrière leur candidat à l'époque de Joe Biden, et puis bien sûr de Barack Obama auparavant, même s'il y a évidemment des nuances et des divergences, et puis bien sûr maintenant, les démocrates se rassemblent derrière Kamala Harris. Pour bien comprendre l'élection américaine, il faut rappeler que le président des États-Unis n'est pas élu par les électeurs, j'allais dire, de base. C'est pas une élection au scrutin direct comme en France. Oui. C'est une élection indirecte. Alors c'est un suffrage universel indirect. Alors le suffrage n'est vraiment devenu universel qu'en 1920, lorsque les femmes... bien avant la France d'ailleurs, ont pu accéder au droit de vote. Mais c'est un système qui est indirect parce que ce sont les grands électeurs qui sont élus dans le cadre de chacun des États, qui votent en fonction bien sûr de l'orientation qui était la leur et du mandat qu'ils ont en tant que représentants à l'intérieur des États des 2 grandes forces politiques. Et donc, il peut y avoir un décalage parce que, et on l'a constaté dans la plupart des élections qui ont eu lieu depuis 2004, en 2004, George W. Bush avait été réélu face à John Kerry, à la fois, bien sûr, c'est indispensable par une majorité de grands électeurs et par la majorité du suffrage populaire. Mais depuis, il y a effectivement un écart. Par exemple, Hillary Clinton, en 2016, avait obtenu plus de voix. Alors, en revanche, c'est aussi une autre exception, Joe Biden a eu plus de voix et plus de grands électeurs. Donc, il peut y avoir une discordance, et cette discordance, on l'avait observée, entre autres cas, lorsque Donald Trump avait lui-même été élu en 2016, puisqu'il avait moins de voix que Hillary Clinton, et plus de grands électeurs. Et comment vous expliquez cette discordance ? Est-ce que les États les moins peuplés sont davantage favorisés ? Alors, les États moins peuplés sont relativement favorisés, puisque, et ça renvoie à l'ensemble du système politique américain, en tout cas à la partie législative du système, il y a le même nombre de sénateurs par État. Chaque État, ça renvoie aux origines des États-Unis, à leur constitution, chaque État dispose de 2 sénateurs. Et donc là, par conséquent, ça n'est pas fonction de la population. En revanche, le nombre des grands électeurs est fonction du nombre fixe de sénateurs, et puis du nombre qui, lui, est corrélé à la population, de députés, c'est-à-dire de membres de la Chambre des représentants. Et donc, on a un écart qui peut être considérable, par exemple, entre les États les plus ruraux, le minimum, de toute façon, c'est 3, et puis les États, je crois que c'est la Californie, qui a le plus grand nombre de grands électeurs, avec 54.
Et donc, c'est ce qui donne toute son importance, l'expression est souvent utilisée, aux États clés, aux swing states. Swing states, il y en a 7. Voilà, qui sont 7, qui sont d'ailleurs répartis dans différents secteurs des États-Unis, qui n'ont pas forcément, disons, un nombre de grands électeurs considérable. Je crois que la Pennsylvanie, qui est l'un d'entre eux, en a 19. Mais il se trouve que ce sont des États qui peuvent se caractériser par une certaine instabilité des votes, qui ont pu, par exemple, voter Trump puis Biden, ou éventuellement inversement, et pour lesquels le rapport de force est particulièrement serré. Donc il y en a 7 au total. Qu'on peut rappeler là. Alors absolument, donc il y a la Pennsylvanie que j'ai mentionné, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, donc un des États du Sud, la Caroline du Nord, et puis plus à l'ouest, il y a, même très à l'ouest, le Nevada et l'Arizona. Donc dans l'ensemble, il s'agit d'un nombre de grands électeurs qui n'est pas tout à fait considérable, mais c'est suffisant pour qu'il puisse y avoir un effet de bascule, et ça peut se jouer parfois à quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de voix, parce qu'il y a quand même un rapport, puisqu'en fait, c'est en fonction du résultat du scrutin que le nombre de grands électeurs bascule d'un côté ou de l'autre. Et les grands électeurs, sont-ils censés suivre un peu la majorité? Ah oui, en principe. Est-ce qu'ils n'ont pas de mandat impératif mais est-ce qu'en général, ils suivent alors, je ne sais pas si c'est un mandat impératif au sens français du terme, mais ils sont élus en fonction des résultats. Ah bah oui, non, ça, il peut y avoir quelques accros. Certains articles qui s'interrogeaient là-dessus en disant qu'il peut y avoir quelques grands électeurs qui peuvent flotter, surtout si c'est très serré. Alors ça, c'est peut-être pas totalement impossible en théorie ou en pratique, plus exactement. Puis alors, il y a aussi le fait que il y a aussi une proportion des électeurs, mais là, ça renvoie plutôt au suffrage universel, qui ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate, ni dans le Parti républicain. Ce sont les indépendants. Alors, il y a des indépendants, puis il y a aussi des électeurs qui votent pour des, entre guillemets, des petits partis. Il y a des candidats écologistes, des candidats libertariens. Enfin, il y a eu une époque où il y avait des candidats socialistes et communistes également à la présidence des États-Unis. Mais si vous voulez, globalement, on a quand même un mandat que les grands électeurs sont censés suivre. Alors c'est plus compliqué s'il y a un blocage, c'est-à-dire que si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue du nombre des grands électeurs, je crois qu'ils sont au total 538, et dans ce cas-là, alors, ce que j'ai cru lire, c'est que ça serait la Chambre des représentants qui élirait le président et le Sénat qui élirait le vice-président. Et donc sur le papier, il ne serait pas totalement impossible qu'il y ait un président et un vice-président qui ne soient pas du même bord. Enfin, là, on est un peu dans une politique qui n'est pas vraiment fiction. Mais enfin, voilà, est-ce qu'on peut imaginer Trump élu avec un vice-président démocrate ? Ça paraît ça quasiment impossible parce que on reparlera sans doute des élections législatives, mais non. En revanche, l'hypothèse inverse a été évoquée. Ça donnerait lieu à une situation assez cocasse à certains égards. Mais de toute façon, il faut savoir qu'aux États-Unis, le vice-président a des pouvoirs très limités. C'est une des raisons d'ailleurs qu'il fait. Alors c'est un des handicaps entre guillemets de Kamala Harris. Elle est moins connue que Donald Trump. C'est l'une des faiblesses qui lui était reprochée. D'autant que Joe Biden occupait tout le terrain. Ah mais de toute façon, c'est toujours comme ça. À l'époque de Barack Obama, lorsque Joe Biden était vice-président, je ne dirais pas qu'il n'avait pas grand-chose à faire, puisque constitutionnellement, le vice-président préside le Sénat. Mais en termes, disons, de présentation du programme, de politique étrangère, le vice-président, en général, se tient sur la réserve. Il y a eu quelques exceptions, comme Nixon à l'époque d'Eisenhower, mais c'était une sorte de partage des tâches qui s'était fait de façon informelle. Mais voilà, enfin, bon, on ne va pas entrer dans les détails, dans les méandres parfois de la vie politique, mais il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont tout à fait intéressantes. Là, effectivement, on parlait davantage de Trump. Bon, il a eu un certain nombre de procès, c'est peut-être une des raisons qu'au fait qu'on a beaucoup parlé de Trump, mais il a su faire parler de lui en dehors des prétoires, alors que Kamala Harris était très peu connu aux États-Unis. Non, puis il est très connu depuis très longtemps, Donald Trump, en tant que promoteur, en tant qu'animateur d'émissions de télévision. D'ailleurs, le film là, qui est sorti récemment, The Apprentice, même s'il n'évoque pas cette période, fait allusion au titre. Donc, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de se relancer, parce que comme promoteur, il a connu moins de succès qu'il ne veut bien le dire, quelques déboires. Il s'est relancé, donc c'est un homme de spectacle. D'ailleurs, il était considéré comme tel en 2016, lorsqu'il s'est présenté. Et puis, il y a eu effectivement tous ces procès. Et le fait qui est absolument sans précédent, qu'il ait été 2 fois l'objet d'une tentative de destitution, d'impeachment. Alors, donc la première, alors que son mandat se terminait, et la seconde, de façon tout à fait étonnante,
après la fin de son mandat, et en raison bien sûr de la journée du 6 janvier 2021. Et il a survécu à tout ça. Un article très récent publié dans Le Monde le présente comme sorte de revenant de la vie politique. Hein, et il est quasi universellement connu maintenant. Tant plus qu'il y a aussi la marque fait Trump. Plusieurs fois faillite. Oui, la marque Trump. Oui, alors c'est un des rares milliardaires qui est protesté contre le niveau de fortune qu'on lui prêtait parce qu'il prétendait qu'il avait en fait beaucoup plus. Oui. Alors qu'un certain nombre de milliardaires ont tendance à dire qu'on exagère à leur sujet. Mais bon, évidemment, chacun ses caractéristiques. Bon, les milliardaires américains se sont fait connaître pour payer plus d'impôts quand même. Certains voudraient payer, ou disent qu'ils voudraient payer plus d'impôts. C'est pas, je pense, la majorité absolue des milliardaires. Donc, justement, est-ce que Kamala Harris, qui a pourtant un parcours quand même assez remarquable, elle était magistrate, la procureure générale, est-ce que Joe Biden ne s'est pas retiré trop tardivement ? On peut le penser. Est-ce qu'il a attendu le mois de juillet Le mois de juillet, à un moment où les sondages lui étaient extrêmement défavorables, d'autant plus qu'il avait donc accepté un débat avec Donald Trump qui s'était révélé un désastre pour lui, parce qu'il n'arrivait pas vraiment à répondre aux questions qui lui étaient posées de façon satisfaisante. En plus, c'était l'époque où Donald Trump avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Et donc les sondages qui a très bien suggéré médiatiquement d'ailleurs. Oui, et puis même sur l'instant, lorsqu'il a levé le point. Absolument. Et donc à ce moment-là, il n'était pas question de Kamala Harris. Et d'une certaine façon, alors il y a bien sûr une convention démocrate, puisqu'elle doit ratifier la désignation, ça aussi c'est une étape du processus électoral, ratifier la candidature de celui qui va porter les couleurs. Mais il n'y avait pas de concurrence. Oui, mais il n'y a pas vraiment de concurrence, parce que c'était improvisé. Donc là, même si elle a pris de l'assurance par la suite, les débuts de sa campagne ont été tardifs, puisqu'en général, ça dure pendant des mois. Et il n'y a pas eu vraiment de débat à l'intérieur du Parti démocrate, puisque ce retrait a été à la fois tardif et soudain, d'une certaine façon, de Joe Biden. Donc, d'une certaine façon, elle n'était pas avantagée par cette situation. Cela dit, de son côté, Donald Trump n'a pas eu d'opposants autres que de forme, alors qu'en 2016, il avait été désigné à l'issue d'une sorte de marathon en éliminant tour à tour ses adversaires. Là, il a été investi. D'ailleurs, ça témoigne du fait que le Parti républicain est sous la coupe de ses partisans. Ça, c'est tout à fait clair à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on peut penser que Kamala Harris est partie avec un fort handicap ? On explique qu'elle a du mal à montrer. Autant on ne l'attend plus de Trump parce qu'on connaît le personnage, mais autant Kamala Harris, on attend qu'elle présente une vision un peu de l'avenir de son projet. Et qui peine quand même un peu à... Il y a eu un débat, le seul d'ailleurs, entre les deux prétendants, puisque Donald Trump n'en a pas accepté d'autres. On dit aussi qu'il avait été quand même mis en difficulté d'une certaine façon. Puis par ailleurs, le poids de l'âge se fait en partie sentir. Il y a quand même un écart important, près de 20 ans, entre Donald Trump et puis sa concurrente démocrate. Et donc, Kamala Harris s'était assez bien sortie de ce débat. Maintenant, les commentateurs ont fait observer qu'elle n'avait pas de programme très élaboré, mais c'est le cas aussi de Donald Trump, parce que la notion de programme pour Donald Trump. Et donc, en tout cas, ce qu'on reproche aux deux candidats, c'est en particulier une sorte de dérive. Alors, c'est un thème bien connu en France à l'heure actuelle, budgétaire. C'est-à-dire que pour eux, il n'est pas question de coupe budgétaire, ce sont les promesses qui coulent à plein bord. Sachant que les États-Unis sont très lourdement endettés. Ah oui. Oui, mais disons que ça, c'est ancien, ça ne s'est pas arrangé depuis, mais dans la mesure où il domine le système financier international et où finalement, même avec la Chine, les relations sont étroites, donc les États-Unis, entre guillemets, alors ça aura certainement des conséquences fâcheuses à plus long terme, mais en tout cas, ont l'impression qu'ils peuvent se permettre d'avoir un lourd déficit. Par conséquent, les candidats, je dirais presque quels qu'ils soient, ne se présentent jamais comme des gestionnaires impitoyables des finances publiques. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez dit, justement, vous avez rappelé il y a un instant que Donald Trump avait refusé tout autre débat avec Kamala Harris. Il y a un seul débat. Finalement, est-ce que, effectivement, que ce ne soit pas plus raisonnable qu'il n'y ait pas de nouveau débat, vu le niveau en ce moment des échanges qui sont quand même en dessous de la ceinture et qui sont... C'est-à-dire qu'en fait, le débat était relativement courtois.
lorsqu'il a eu lieu, selon les normes de Donald Trump, qui avait été très violent et menaçant à l'égard d'Hillary Clinton en 2016. Donc là, le débat respectait un certain nombre de formes. D'ailleurs, il était bien encadré. Il avait été très cadré et bien encadré. Tout à fait. Et donc, peut-être que Donald Trump a considéré qu'il n'était pas à son avantage, parce que je crois que Kamala Harris aurait accepté, qui est traditionnellement ces 3 débats, et elle aurait probablement accepté. Et Donald Trump glisse sur la pente qui lui est naturelle, disons des outrances, des insultes, voire des imprécations à certains égards. Mais en fait, ça ne lui fait pas perdre tellement dans les sondages, parce que peut-être qu'on n'attend pas grand-chose d'autre de sa part. Et puis parce que, quand on voit des images de ces meetings, c'est une sorte de spectacle, où la musique, d'ailleurs, occupe une place grandissante. Remplace les discours. Et d'ailleurs, il dit lui-même que, de toute façon, il va être très dur, parce que, en fait, c'est ce qu'il doit faire. Et pourtant, son équipe de campagne, paraît-il, a été remaniée. Ce sont des gens qui sont, en principe, des stratèges électoraux, dans toutes les limites de l'exercice avec Donald Trump. Et donc, finalement, il considère sans doute qu'il vaut mieux une campagne d'outrance, voire une campagne ordurière, plutôt qu'une succession de débats bien ordonnés. En fait, est-ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le président des États-Unis a moins de pouvoir que le président français? Oui, mais ça, à l'échelle des États-Unis, la France, à vrai dire, occupe une place assez limitée. Disons qu'aux États-Unis, on ne se compare pas vraiment avec la France, si vous voyez ce que je veux dire, d'un point de vue institutionnel. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est un système. D'abord, la France a connu un certain nombre de régimes et de constitutions, chacun le sait, alors qu'aux États-Unis, la matrice constitutionnelle, même s'il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été votés, initiale, est toujours présente. Et c'est un système de poids et de contrepoids, checks and balances. C'est d'ailleurs une des raisons, d'après ce que j'ai cru comprendre en préparant cet exposé, pour laquelle il n'y a pas d'élection au suffrage universel direct, pour éviter justement que la source du pouvoir ne soit la même que pour l'une des 2 chambres, la Chambre des représentants. Et donc, on a voulu introduire une sorte de médiation, si on peut dire, mais évidemment, la Constitution dans son ensemble fait que le président des États-Unis dispose effectivement de larges pouvoirs. Et puis, il y a aussi la question de l'usage qu'il peut en faire. Ça peut être important, d'après les intentions affichées par Donald Trump. On lui prête des intentions de gouverner comme un dictateur, d'être un fasciste. Alors, il le dit lui-même, qu'il sera un dictateur, mais pour une journée. Alors, être un fasciste, c'est un peu autre chose. Il ne se présente pas lui-même comme un fasciste. Enfin bon, certains membres de son entourage antérieur laissent entendre qu'il n'en est pas très éloigné, sans compter un certain nombre d'universitaires, bien sûr. Mais en tout cas, il faut de toute façon que le président gouverne. Le terme de cohabitation n'a pas de signification identique à celle qui existe en France, d'autant plus que dans un certain nombre de cas, les 2 chambres, au moins l'une des 2 chambres, ont la même affiliation politique que le président. Mais il a pu arriver qu'un président demeure bien sûr en fonction, puisqu'il ne peut pas être renversé, donc, sauf en cas de haute trahison ou d'impeachment, mais en fait, ça n'a jamais eu. On l'a vu pour Clinton, ça n'a jamais été le cas. Oui, pour Clinton ou même pour d'autres auparavant. Bon, c'est une menace plus que effectivement une perspective. Et dans le cas de Donald Trump, on a bien vu comment ça fonctionnait, ça ne fonctionnait pas. Et en tout cas, donc, il a pu arriver que le président des États-Unis ait, par exemple, un républicain et 2 chambres à majorité démocrate. Voilà. Ça a pu arriver, et donc dans ce cas-là, il faut forcément trouver des compromis. On a senti quelques blocages, effectivement, et d'ailleurs, un risque de paralysie. Il y a une majorité républicaine, même si elle est courte, à la Chambre des représentants à l'heure actuelle, par exemple. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Jean Elgamal, qui nous décrypte les élections américaines. Donc nous allons reprendre encore encore pour une bonne vingtaine de minutes, parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces élections. Donc j'avais une question à poser tout de suite à Jean Elgamal. Il y a de nombreuses stars et personnalités qui se sont engagées, de Taylor Swift à Elon Musk. Est-ce que ça peut peser sur le choix des Américains, ou si ça relève du spectacle classique? Alors, ça relève en partie du spectacle, en tout cas du
du côté de la grande majorité des personnalités du cinéma, du monde culturel, qui traditionnellement votent et appellent à voter démocrate. Alors on a beaucoup parlé de Taylor Swift parce qu'elle a une notoriété, et puis elle est elle-même milliardaire d'ailleurs, considérable, et ses partisans qu'on appelle les Swifties se promettaient de la suivre. Alors elle a appelé à voter pour Kamala Harris, mais sans tellement insister, mais de toute façon tout le monde sait qu'elle est très favorable, ou très hostile en tout cas, très favorable aux démocrates, et surtout très hostile à Donald Trump. Mais d'autres élections ont montré que du côté du monde du spectacle et du monde culturel, les interventions très majoritairement pro-démocrates ne produisaient pas forcément d'effet. Par exemple, Hillary Clinton était soutenue aussi par toutes ces personnalités qui sont très majoritairement favorables aux démocrates, voire plus à gauche que les démocrates dans certains cas. Le cas d'Elon Musk est différent, parce que là, d'abord, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est un entrepreneur qui a connu quand même de très nombreux succès. Plus riche que de nombreux États, d'ailleurs. Voilà, il a acheté Twitter, donc rebaptisé, si on peut dire, X, et lui, il est carrément à la tribune. Et par ailleurs, Donald Trump... il fait des chèques. Alors, bien entendu, mais pour lui, c'est pas grand-chose, ce qu'il donne, compte tenu de son immense fortune. Et surtout, Donald Trump lui a laissé entendre, même plus que cela, qu'il aurait un rôle de conseiller spécial du président. Parce que Elon Musk considère que ses intérêts seront mieux servis, même s'il ne le dit pas forcément exactement sous cette forme, par Donald Trump que par, effectivement, une présidente démocrate. Il a d'ailleurs été déjà surnommé le vice-président. Oui, alors, mais bon, il ne sera pas, il n'a pas besoin de l'aide, de toute façon. Il est sûr que s'il a un accès direct à la Maison-Blanche sous Donald Trump, je pense qu'il saura, sans trop de difficultés, se faire entendre. C'est d'ailleurs déjà le cas à l'heure actuelle. Par contre, vous attiriez mon attention là, pendant la pause musicale. Effectivement, je pensais aussi en parler sur les minorités et sur la lecture. Il faut qu'on quitte un peu notre grille de lecture occidentale, européenne tout du moins, pour comprendre le poids des communautés, le rôle des communautés. Oui, alors c'est très important aux États-Unis, même s'il y a eu le mythe du creuset, du melting pot, développé à la fin du XIXe et surtout au début du XXe siècle. Donc effectivement, il y a cette idée de nation. Mais à l'intérieur de cette nation, il y a effectivement toute une série de communautés. Certaines apparaissant comme privilégiées, selon ce qu'on appelle la théorie critique de la race, que détestent absolument les républicains, ce qu'on appelait traditionnellement les WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Et puis, alors, il y a ces minorités, les Indiens, les Amérindiens, bien entendu, les Africains-Américains. Il y a également les Hispaniques qui prennent un rôle important. Je vous interromps, Joël Gamal, on parle peu des Amérindiens, justement. Pour qui votent-ils, en général ? D'ailleurs, ils ont un poids très limité. Je pense qu'ils auraient tendance, d'un point de vue numérique, je ne parle pas d'un point de vue anthropologique ou historique, j'aurais tendance à penser qu'ils votent plutôt démocrates, mais peu d'études, et c'est vrai qu'on en parle extrêmement peu. Au titre des minorités, on parle des Africains-Américains, on parle des Hispaniques, qui sont souvent classés à part. Et qui représentent un poids de plus en plus important. Des Juifs américains et également des Arabes américains. Qui traditionnellement votaient pour les démocrates, et là leur vote, pour des raisons on a parlé des communautés libanaises. En fait, les communautés sont nombreuses. On situe parfois parmi les minorités, mais c'est une forme de sexisme, les femmes. Mais parce que pour chacune de ces catégories, les sondages mesurent les intentions de vote, où il y a aussi des sondages dits sortis des urnes, qui permettent de savoir, pas forcément de façon totalement rigoureuse, pour qui votent les uns et les autres. Même s'il faut souligner bien sûr que aucune des communautés, avec ou sans guillemets évoquées, n'a un vote absolument monolithique. Même s'il est vrai que traditionnellement, les Africains-Américains votent démocrates. Après, d'ailleurs, à la guerre de sécession, ils votaient républicains. Mais aujourd'hui, on sent que le pourcentage d'hommes noirs en faveur de Trump augmente. Les femmes noires votent plutôt démocrates. Continuent à voter démocrate. Et il y a eu le débat, enfin même polémique, autour de l'avortement. Oui, alors là, c'est une grille de lecture qui n'est pas exactement la même s'il y a des recoupements. C'est la grille de lecture, en fait, du genre.
Oui. dans la mesure où Donald Trump joue la carte de façon exacerbée du virilisme, de la virilité traditionnelle, ou pas traditionnelle d'ailleurs, et où Kamala Harris, même si d'ailleurs elle n'a pas fondé sa campagne sur la notion de genre, disons, Kamala Harris, évidemment, est une femme, et donc elle peut apparaître à beaucoup de femmes américaines comme une personne qui, par son genre, mais aussi par son programme, parce qu'il y a évidemment la question de l'avortement, est plus favorable aux droits des femmes que Donald Trump. C'est pas d'ailleurs très très difficile de raisonner dans ces termes, d'autant plus que Donald Trump, et là il a tenu l'un de ses engagements, a fait en sorte, en nommant 3 nouveaux membres de la Cour suprême, de créer les conditions de l'abrogation de la disposition de 1973, donc à l'époque de Nixon, qui légalisait l'avortement. Et maintenant, l'avortement est légal ou ne l'est pas, selon les États. On le voit. Et il y a de plus en plus d'États qui interdisent l'avortement. Oui, certains d'ailleurs attendent sans doute le résultat des élections pour aller plus loin dans les mesures restrictives, voire en proclamant illégal l'avortement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à simplifier en affirmant que les femmes voteront plutôt démocrates et que les hommes votent plutôt républicains, ou est-ce que c'est exagéré ? Non, parce que sinon on aurait une polarisation uniquement axée sur le genre, mais les sondages semblent montrer qu'en gros il y aurait autour de 55% de femmes qui s'apprêteraient à voter Kamala Harris, et le pourcentage, comme les sondages donnent à peu près 50-50, malgré toutes les limites de ces évaluations, avec le système politique américain, 55% des hommes qui voteraient pour Trump. C'est assez approximatif. Enfin, alors évidemment, il y a des hommes qui votent démocrates pour de multiples raisons, et puis d'ailleurs tous les hommes ne sont pas hostiles aux droits des femmes, hein, bien entendu, il faut quand même le rappeler. Et puis par ailleurs, il y a des femmes, notamment très conservatrices, qui de toute façon voteront Trump, parce qu'il y a aussi un paramètre qui est très important, dont on n'a pas parlé, et même si la religion ou les religions n'ont plus le rôle qu'elles jouent auparavant, le paramètre religieux est quand même très important. Il peut paraître paradoxal que les milieux les plus fervents parmi les milieux religieux, disons protestants, même s'il y a de nombreuses églises, et même une partie non négligeable des catholiques, s'apprêtent à voter pour Trump, malgré le mode de vie spécifique, disons, de Donald Trump. Et le fait qu'il passe pour ne rien connaître de la Bible. D'ailleurs, quand on lui demande quels sont ses textes préférés dans la Bible, il répond, paraît-il, mais tous. Tous, qui peut signifier aucun. Donc, parmi les thèmes de campagne qu'on va remonter, il y a aussi question de l'immigration. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va être déterminant dans un certain nombre d'États, l'approche de la frontière mexicaine. Quoi qu'on puisse penser, bien sûr, de cet enjeu très important, la question de l'immigration, telle qu'elle est posée à l'heure actuelle, est plutôt, malgré la violence extrême des propos qu'il tient, puisqu'il parle de déportation massive, ce qui peut paraître quand même à des Européens... des étrangers qui mangent les rats. Particulièrement, oui. Alors ça, c'est sur les fake news dont il est le spécialiste absolument reconnu d'une certaine façon. Le créateur à certains égards. Mais donc, plus sérieusement, en fait, la question de l'immigration, notamment à travers la frontière avec le Mexique, est très importante. Et d'ailleurs, dès l'élection de la campagne de 2016, Donald Trump avait dit qu'il fallait absolument construire un mur absolument hermétique, ce qui a été fait partiellement, mais pas totalement. Et donc, il y a effectivement un afflux d'immigrants très important. Et Joe Biden avait dit que, sans aller évidemment aussi loin que Donald Trump, il fallait effectivement essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, Barack Obama lui-même avait essayé de trouver des solutions, mais c'est très complexe, pour de multiples raisons économiques notamment. Et donc, Donald Trump a encore durci le ton, et il reproche à Kamala Harris, qui avait été chargée de ce dossier par Joe Biden, de n'avoir trouvé aucune solution. C'est un des arguments, avec ou sans guillemets, mais là, c'est pas forcément de l'injure pure et simple, sur lequel il fonde ses accusations d'incompétence. Il dit à Kamala Harris, vous avez été incapable de résoudre le problème, et ce qui est un problème qui n'est pas uniquement un problème bipartisan d'une certaine façon. Il y a une très grande difficulté à trouver une solution qui respecte les droits humains élémentaires, tout en essayant de réduire le nombre
des clandestins qui affluent aux États-Unis. Donc ça nous rapproche de l'économie, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, y compris clandestins, qui sont employés. Le problème est connu aussi dans nombre de pays européens. Voilà, tout à fait. L'économie américaine se porte quand même pas trop mal. Alors, elle se porte mieux, mais il y a une inflation qui est importante, ce que rappelle régulièrement Trump. Absolument. Alors d'abord, il s'est toujours flatté d'une coïncidence réelle ou supposée entre sa présidence et puis une prospérité sans aucun précédent, parce qu'évidemment, il n'hésite devant aucun artifice rhétorique à ce sujet. Et donc, en fait, il a axé sa campagne sur l'inflation à un moment où celle-ci était plus importante. Mais là, maintenant, elle a tendance un peu à reculer, et on pourrait faire un parallèle aussi avec la France. Il y a beaucoup d'Américains modestes, ou de la classe moyenne, pour simplifier, qui se sentent victimes de l'inflation parce qu'elle les a amenés à payer beaucoup plus cher ce qu'ils payaient auparavant, je sais pas, 20% moins cher. Et donc, même si l'inflation s'est ralentie, ils reprochent au gouvernement, même si les performances en termes de croissance des États-Unis sont tout à fait satisfaisantes, notamment par rapport à la plupart des pays européens, eh bien, voilà, il y a un peu cet héritage de l'inflation qui entretient ce qu'un journaliste du Nouvel Observateur, Philippe Boulay-Gercourt, appelle le blues de la classe moyenne, dont, évidemment, Donald Trump entend bien tirer parti, même si son électorat est composé également des victimes de la désindustrialisation aux États-Unis. Parmi les autres thèmes qu'on pourrait aborder, il y a aussi la politique étrangère, mais en fait qui pèse peu dans le débat intérieur américain. Alors, elle pèse peu, mais c'est tout de même à nuancer. C'est-à-dire qu'on dit en général que les électeurs se déterminent essentiellement sur des critères économiques et éventuellement sociaux. L'Ukraine pèse dans les débats. C'est un sujet de débat, parce que Joe Biden et son gouvernement ont accordé quand même un soutien massif. Alors, en termes de financement, parce que sur le plan militaire, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, à l'Ukraine. Or, Donald Trump et son candidat à la vice-présidence, Vance, estiment qu'on a trop fait pour l'Ukraine, ils le disent assez clairement, et surtout, alors c'est ce qui est très important à la fois pour les États-Unis et plus encore peut-être pour l'Europe, ils estiment que l'aide américaine, et notamment le parapluie nucléaire américain, ne pourra être maintenue. Pour l'aide, de toute façon, elle devrait baisser dans leur esprit, notamment l'aide à l'Ukraine, mais le parapluie ne pourrait être maintenu que si, c'est un des grands thèmes de Donald Trump, les pays européens eux-mêmes paient beaucoup plus pour leur propre défense. Ce qui veut dire que les États-Unis n'ont plus envie d'être le gendarme du monde Alors, le gendarme du monde, ils n'en ont guère la possibilité maintenant, mais surtout, les États-Unis, et là c'est à la fois politique et économique, se préoccupent surtout, c'est déjà le cas sous Obama, de l'ère Pacifique et de l'Extrême-Orient, des rapports avec la Chine. Pour eux, c'est fondamental. L'enjeu, il se situe là. Les principaux enjeux, mais ça, c'est pas absolument nouveau. Donc, si bien qu'il y a une sorte de paradoxe, le langage qu'utilisent les deux candidats en termes de politique étrangère est très différent, parce qu'il est éruptif, le mot est presque faible, dans le cas de Trump, et plus mesuré, plus maîtrisé, pas difficile, dans le cas de Kamala Harris. Mais le fond est assez voisin. Alors, c'est difficile à dire, parce que ce sont des questions qui sont très complexes, mais il y a forcément la défense des intérêts des États-Unis, quel que soit le président. Sans que l'Europe n'intéresse plus les États-Unis. Alors, je ne dis pas que ça les intéresse plus du tout. Joe Biden avait des origines irlandaises qui l'amenaient à s'intéresser davantage à l'Europe, mais d'autres présidents avant lui considèrent qu'il faut reprendre de façon globale cette question, et que le poids de l'Europe, de façon, d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, c'est plus compliqué, mais l'Europe peut constituer une forme de concurrence à l'égard des États-Unis, les voitures allemandes, sur lesquelles Donald Trump fixe son attention peu bienveillante, on dira ça comme ça, mais aussi les voitures chinoises d'ailleurs. Et donc, effectivement, les liens qui existent avec l'Europe, on peut considérer que sur le temps long, ils auront tendance non pas à se distendre, mais peut-être à être moins importants qu'ils n'étaient auparavant. On a le sentiment d'ailleurs... Puis à l'Afrique aussi, qui a un poids non négligeable dans les préoccupations des États-Unis.
pas aussi important à leurs yeux que l'Europe, mais ils sont quand même que l'Asie. Moins présents là, oui. Ils essayent de se réimplanter, comme la notamment France, face à la Russie. Face à la Russie. Et aux Chinois. Oui, tout à fait. Il y a des liens là. avec certains pays, donc l'Égypte, par exemple, ou même l'Algérie, il y a certains liens. Non, ça peut être... Il y a des intérêts sur tous les continents, mais en termes de priorité. Et puis surtout, il y a une forme, alors c'est une tendance récurrente aux États-Unis, d'isolationnisme ou de néo-isolationnisme. Il ne peut pas être complet parce qu'il y a une telle intrication avec la mondialisation, mais en tout cas, il y a un mélange parfois de nationalisme, et surtout chez les républicains, et puis d'isolationnisme qui peut se manifester. On a le sentiment d'ailleurs que les responsables européens n'attendent pas grand-chose en termes de politique étrangère. Ils sont surtout inquiets. Ils sont surtout inquiets. Ouais. Je me souviens de la fin d'Obama, ça s'est traduit par une certaine déception, notamment quand Obama avait lâché en race campagne Hollande qui souhaitait attaquer la Syrie. Il avait annoncé la couleur, ce qui lui a valu en partie le prix Nobel de la paix, qu'il a obtenu quelques mois après son entrée en fonction. Ouais. C'était cette ouverture sur le vaste monde, et l'Europe n'avait pas... Alors c'est évidemment totalement différent de Donald Trump, mais la même place. Et donc, il y a cette idée aussi d'exceptionnalisme américain qui est importante. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Jean-Luc Gamal, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais notamment pour rappeler que l'élection présidentielle américaine écrase un peu toutes les autres, parce qu'en réalité, c'est un rendez-vous qu'on peut qualifier, XXL, parce qu'il y a des élections au Congrès, il y a les gouverneurs, il y a les comtés, les municipalités, le Sénat, j'ai noté des référendums, l'élection des juges, des shérifs, il y a 25 votes derrière. C'est très important, avec parfois des scrutins très locaux. Avec des particularités propres à chaque État. C'est un rendez-vous électoral. Alors, ce qui n'est pas propre à chaque État, c'est le fait que lors de chaque élection présidentielle, simultanément, la Chambre des représentants est renouvelée en totalité. Et le Sénat, lui, les sénateurs disposent d'un mandat plus long, un mandat de 6 ans. Donc le Sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Alors, ce qu'il faut signaler, même si on a peu de temps, c'est qu'il y a une certaine tendance à la stabilité, et même certaines caractéristiques politiques concernant ce type d'élection font que les républicains sont avantagés. C'est ce qui peut d'ailleurs aussi expliquer pour la présidentielle l'écart qui peut exister entre le suffrage populaire et le suffrage des grands électeurs. Et en tout cas, il y a un point qui est très technique, mais qui est plutôt favorable aux républicains, c'est le redécoupage des circonscriptions, qui est plutôt structurellement favorable aux républicains, qui leur a permis d'être à plusieurs reprises majoritaires à la Chambre des représentants, même si l'écart est faible. Quant au Sénat, ce sont souvent des personnalités, alors qui se retirent parfois fort âgées, mais des personnalités qui l'emportent pour des raisons qui cadrent avec l'état d'esprit, ou en tout cas les tendances dominantes, dans leur État. Et il va y avoir une offensive, il y a un article à ce sujet dans le Figaro récemment, une offensive non négligeable en direction du Sénat, des partisans de Donald Trump, parce qu'il y a 34 sièges, donc ça correspond pas au tiers, il y a 100 sénateurs, dont 34 sièges concernés, dont 20 occupés par des démocrates. Et que les Trumpistes vont essayer, pour certains d'entre eux, de conquérir. Et comme on est à peu près à 50-50 au Sénat, ça pourrait constituer un avantage pour Donald Trump ou une difficulté pour Kamala Harris si les républicains étaient majoritaires, ce qui n'est pas totalement exclu dans les 2 chambres. Vous avez beaucoup parlé pendant vos interventions, vous avez fait allusion aux sondages aux États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que les sondages sont fiables ? Il y a des doutes sur la fiabilité et puis sur la complexité de faire un sondage compte tenu du nombre d'élections. Non, franchement, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors d'abord, les États-Unis sont des pionniers dans les sondages, dès les années 1930, le fameux sondage Gallup, qui était parfois un nom commun utilisé pour les Gallup. Et par ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut essayer de sonder à l'échelle des États-Unis, mais comme il peut y avoir un décalage entre le vote populaire, et puis on peut sonder aussi à l'intérieur des swing states, où les candidats font campagne très activement à l'heure actuelle. Et donc les sondages ont une valeur indicative. Maintenant, on dit qu'ils sont extrêmement serrés globalement, mais ils sont aussi serrés dans les swing states, très souvent. Et il peut suffire d'événements de dernière minute, parfois, pour faire basculer. Donc ça va jouer dans cet état, quoi. Alors, je ne sais pas. Dans beaucoup d'États, il y a une carte qui a été publiée dans le Nouvel Observateur. Je ne dirais pas que les jeux sont faits, mais on sait très bien
où les grands électeurs iront. Hein. Par exemple, je fais référence à un article intitulé « L'Amérique bleue versus l'Amérique rouge ». Kamala Harris disposerait de 191 grands électeurs certains et 24 probables. Donc elle n'a pas une grosse réserve, ça fait 215 au total. Donald Trump, 131 certains, 88 probables, ça fait 219. Donc à travers cette projection, ce n'est pas un sondage, on a 4 grands électeurs d'écart, ce qui est de toute façon très faible. Et évidemment, le reste, ce sont des États indécis, notamment les swing states. Je vais me permettre de vous demander votre pronostic. Eh bien, je ferai comme d'autres commentateurs plus spécialisés que moi. On est un peu autour je pense, de 50-50. Mais je pense quand même qu'il y a quelques chances pour que Kamala Harris soit élue. Pour de multiples raisons, mais assez peu de commentateurs donnent. Mais moi, j'aurais peut-être... quitte évidemment à être démenti, mais ça, je n'y pourrais rien. Mais voilà, ça me paraît pas impossible. On verra le 6 novembre, puisque l'élection a lieu le 5. Oui, mais les résultats donneront lieu à des contestations. Il est possible qu'ils soient proclamés bien plus tard et dans des conditions difficiles. Merci Joël Gamal pour votre éclairage, décryptage et vos analyses. RCN, www.rcn-radio.org